Bonsoir, bienvenue à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui pour notre webinaire où on va traiter du sujet du recrutement. Bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que le son fonctionne, l'image également. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous invite tout simplement à le préciser sur le chat pour qu'on puisse régler, mais je pense qu'il faut simplement regarder vis-à-vis de votre son. Donc aujourd'hui, pour me présenter très rapidement, donc Benjamin Biasi, je suis ingénieur d'affaires au sein de TTI Success Insight France, et j'ai décidé qu'on allait vous parler du recrutement. Alors pourquoi le recrutement? On sait que c'est un des enjeux majeurs au sein des entreprises, avec une recrudescence des recrutements pour l'année 2019-2020 et de vrais enjeux parce qu'un monde du travail qui évolue, des tendances sur le marché du travail avec un vrai impact aujourd'hui sur le recrutement. Et donc, à ce sujet, il y a une statistique qu'on peut donner dès le départ, qui est que un CDI sur 3 est rompu dès la première année. Alors, ça nous fait poser question, comment optimiser justement votre processus de recrutement, comment vous, en tant que manager, comment vous, en tant que recruteur au sein d'une entreprise, vous pouvez optimiser votre processus de recrutement. Pour ça, il y a plusieurs éléments, mais pour débuter, ce que je vous propose, avant tout, c'est, selon vous déjà, posez-vous la question, combien coûte une erreur de recrutement? Alors là, si quelqu'un souhaite participer, c'est avec plaisir, sinon de toute façon, ça sera ouvert à la discussion à la fin du webinaire. Mais quand on prend l'ensemble des frais qui sont associés à un recrutement, dans le coût global, on peut mettre les frais de formation du salarié, également sur les frais de gestion, frais de structure, la rémunération du salarié. Il y a aussi la baisse de productivité, une perte de clients possible, un impact sur le chiffre d'affaires. Et on considère globalement qu'il va y avoir un impact au niveau financier d'environ 45 500 euros pour un cadre. Alors ça, c'est bien sûr fluctuant en fonction de l'entreprise, mais ça donne une vraie visibilité sur l'impact financier d'une erreur de recrutement, sans pour autant donner une vue sur l'impact d'un point de vue du climat social, qui sera encore un autre élément à prendre en compte. Ça s'explique par une principale source d'erreur, qui est celle que les candidats sont généralement retenus pour leurs compétences, et pour autant, ils vont être licenciés pour des comportements inadaptés. Alors, on peut se poser une question, c'est comment ne pas se tromper? En d'autres mots, quels sont les critères qui vont permettre d'expliquer et de présager d'une réussite professionnelle? Alors, on peut prendre l'exemple de l'expérience professionnelle. C'est vrai que l'expérience professionnelle, sur ce qu'on a pu faire, mettre en application, etc., c'est intéressant. Mais pour autant, ça ne va pas expliquer la réussite professionnelle. Pourquoi? Parce que la durée et la variété ne sont pas suffisantes sur les expériences pour l'expliquer. Il faudra beaucoup plus s'intéresser, pour vous en tant que recruteur, sur concrètement votre candidat, qu'est-ce qu'il vous présente, quelles ont été ses réussites dans ses expériences professionnelles. Parce que ça va vous permettre en fait de valider ou de réfléchir, de comprendre quelles étaient les conditions qui ont permis dans son poste précédent d'être dans une situation de réussite et de performance, par son environnement de travail, sur la façon avec laquelle il était managé, et puis même sur la nature même en fait de ses missions. Et donc c'est de voir si les conditions que vous allez proposer dans un poste qui a pour voir chez vous, elles sont similaires aux conditions qui lui ont permis d'être en réussite dans son poste précédent. Il y a un autre élément auquel on pourrait penser, c'est l'intérêt pour le poste, l'intérêt pour les missions. Sur l'intérêt professionnel, c'est pareil, ça va être un élément intéressant, ça va présager de l'implication et du sentiment d'appartenance en fait d'un candidat qui serait un futur salarié, mais ça ne permet pas de définir non plus sa réussite professionnelle. Il sera beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ses valeurs et ses aptitudes. Ses valeurs, parce que ça permettra de comprendre si ces valeurs sont en adéquation avec celles que vous avez au sein de l'entreprise. C'est ce qui lui permettra d'être épanoui, d'être engagé, et que ses missions fassent sens pour lui et qu'il sache pourquoi il se lève le matin et qu'il soit performant et motivé dans son travail. Et puis sur ses aptitudes aussi, parce qu'il est question de savoir quelles sont les compétences que va pouvoir mobiliser ce futur salarié dans votre entreprise et qui vont lui permettre de réussir sur son poste. Donc ça, ce sont des éléments qui vont permettre de ne pas se tromper et de comprendre aussi comment quelqu'un pourra réussir sur un poste, mais pas forcément sur l'expérience professionnelle ou sur l'intérêt professionnel. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. De toute manière, on pourra en discuter. Mais en tout cas, voilà, comment ne pas se tromper? Et derrière ça, il y a des tendances qui vont ressortir avec, par exemple, le recrutement sans CV. Alors, le recrutement sans CV, c'est une méthode qui est de plus en plus employée
Et si on se pose la question pourquoi, on a trouvé 2 éléments de réponse qui ressortaient globalement. Le premier, c'est que le CV, c'est plus adapté. Aujourd'hui, c'est plus le meilleur outil pour trouver de bons collaborateurs. Par exemple, vous avez parfois, au travers des CV, une version erronée de la réalité. Combien de candidats ont pu embellir leur CV avec de faux diplômes? C'est pas mon cas, d'ailleurs, j'espère pas, sinon mon employeur le saurait en regardant le webinaire, ça serait un problème. Et puis sur des compétences qui vont être surévaluées aussi. Donc, c'est un problème derrière pour vous en tant que recruteur, parce que vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'argent aussi, à vérifier les informations qui ont été transmises par le candidat. Derrière, un des autres inconvénients que vous allez avoir à recruter sur CV, c'est que vous allez en réalité chercher des profils qui se ressemblent, avec des CV qui se ressemblent. Et l'objectif pour vous, c'est pas d'avoir des clones au sein de l'entreprise, parce qu'on considère que c'est justement la diversité, la richesse des profils qui permettra d'avoir une équipe performante et une équipe qui est complète et structurée, bien structurée. Donc voilà sur ces éléments-là. Et puis côté candidat aussi, pour faire le parallèle, l'entretien, ça peut être un exercice stressant, parfois délicat, et c'est pas toujours évident pour un candidat de savoir bien se vendre et de bien se démarquer, même s'il a les compétences adéquates vis-à-vis de certaines questions des recruteurs qui vont le déstabiliser. Donc ça, c'est un autre problème. Et donc derrière, il est beaucoup plus intéressant de connaître l'humain, d'apprendre à connaître sa personnalité, quelles sont ses motivations, quelles sont ses valeurs, pour savoir derrière qui il est réellement, et lui, ça lui donne l'occasion de se démarquer autrement. Donc voilà vraiment ce qu'on peut aborder sur le fait que le CV il est plus adapté. Après, il y a de nouveaux objectifs aussi. Quand on parle de nouveaux objectifs, ça fait le lien avec ce que je disais juste avant, c'est de remettre l'humain au cœur de la stratégie. C'est de s'intéresser vraiment à la personne, de comprendre ses besoins, ses attentes, ses zones de confort aussi, et de pouvoir s'adapter et de vraiment s'intéresser à lui. Derrière, c'est évident que les hard skills, les compétences techniques, en d'autres mots, elles sont primordiales dans la réussite professionnelle. Mais pour autant, les soft skills, le savoir-être, il sera tout aussi important dans la réussite professionnelle. Donc, il faut comprendre comment quelqu'un fonctionne, quel est son système de valeurs, quelles sont ses émotions motrices et ce qui l'anime au quotidien. Ça permet de sortir du contexte du recrutement et de comprendre vraiment qui est la personne. Donc, l'objectif, c'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est vraiment de s'intéresser à cette personne et justement, le fait de ne pas être sur un support papier, ça donne un vrai intérêt à tout ça. Donc voilà sur le sujet des nouveaux objectifs. Et d'ailleurs, la nouvelle version du recrutement sans CV, c'est aussi intéressant parce que ça va permettre de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Peu importe les diplômes, peu importe les expériences professionnelles, tout le monde est sur un pied d'égalité et on peut prendre l'exemple de plus en plus aujourd'hui, on retrouve des profils en reconversion professionnelle, voilà, pour qu'ils ne soient pas rayés des shortlists. Il y a une vraie occasion pour eux qui existe au travers du recrutement sans CV, d'arriver à se présenter, à valoriser qui ils sont et non pas forcément que ce qu'ils ont fait, parce que derrière, c'est pas ce qu'ils ont fait qui va intéresser une entreprise. Ça peut les intéresser, mais le vrai complément, ça sera de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter maintenant et à l'avenir pour l'entreprise dans laquelle ils pourraient justement candidater et travailler. Donc là, il y a un vrai intérêt sur ces nouveaux objectifs. Et derrière ça, il est question justement de non plus se concentrer sur ce qu'un candidat sait faire, mais sur ce qu'il est capable de faire. Et ça vient sur des enjeux, par exemple sur la marque employeur. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, pour se démarquer, travaillent sur la notion de marque employeur. Il y a des nouvelles questions qui sont posées, il y a des nouveaux objectifs, il faut remettre l'humain, c'est ce que je disais, au cœur de la stratégie et s'intéresser vraiment à lui. C'est tout à fait en lien. Sur l'intelligence artificielle aussi, il y a de nouveaux outils qui sont développés et ces nouvelles technologies, elles viennent s'intégrer dans les processus de recrutement. Et puis sur les assessment centers, il y a des mises en situation pour, sur l'espace d'une journée, mettre des jeux en place, des mises en situation et voir comment un candidat va réagir au sein d'un groupe, par exemple. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va être aussi sur comment il réagit, la mesure de son potentiel. Donc on est vraiment non plus uniquement sur une notion de qu'est-ce que mon candidat aujourd'hui sait faire, mais sur ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est un élément très intéressant. Encore une fois, on pourra en rediscuter derrière, si vraiment vous souhaitez peut-être compléter vous aussi, parce que vous avez certainement des choses très intéressantes à dire. Donc, à votre disposition. Après, on a le profil de poste. Alors, sur le profil de poste, en quoi ça consiste? C'est le portrait idéal
d'un candidat qui va postuler pour une fonction ou pour un emploi chez vous. Derrière ce profil de poste, il y a une analyse par les services ressources humaines des compétences qui sont considérées comme prioritaires, sachant qu'une même personne ne va jamais rassembler toutes les compétences en question. Jusqu'à preuve du contraire, même si j'ai parlé avant d'intelligence artificielle, on n'a pas encore des cyborgs, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'objectif que vous allez avoir dans le profil de poste, c'est de rassembler, c'est ça qui permettra la réussite, rassembler un profil de poste avec le profil du candidat. Et au travers d'une animation que les plus grands, ou les plus grands en tout cas, sont jaloux de nous, vous voyez que le rassemblement du profil de poste avec le profil de candidat, c'est ce qui va permettre d'avoir la première phase d'un recrutement idéal. Maintenant, comment on met en place, comment bien définir un profil de poste? Il y a des éléments simples à avoir en tête, c'est déjà il faut savoir consulter les bonnes personnes, chargées de recrutement, au niveau ressources humaines. Derrière, le manager direct de la personne qui serait à recruter, un responsable, un directeur de service. Ça peut être également sur tout simplement les collaborateurs. Qui de mieux informé des supposés attendus sur un poste que les personnes qui occupent déjà éventuellement ce poste, par exemple. Et derrière, il faut savoir se poser les bonnes questions. Donc, quel est l'intérêt du poste? Pourquoi ce poste aujourd'hui il existe? Qu'est-ce qui a amené l'entreprise à créer ce poste? Derrière, il y a aussi sur les résultats attendus. Donc, quels sont les résultats qui sont liés à la performance sur ce poste? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont à définir? Derrière, comment on va mesurer les résultats? Voilà, tout ça, ça fait partie des questions qui sont vraiment nécessaires. Il faut se poser ces questions-là avant. Ça évite vraiment derrière des erreurs de recrutement parce qu'on a mal défini l'attendu sur un poste. Et c'est pareil sur les missions, il faut savoir, on recrute quelqu'un, quelles sont les missions réellement attendues, qu'est-ce qu'il va devoir faire au quotidien? Est-ce que toutes les missions ont bien été pensées et réfléchies? Et puis sur les capacités clés, quelles sont les capacités dont mon candidat ou ma candidate va avoir besoin au quotidien pour réussir? Comment on va pouvoir mesurer aussi ces capacités? Donc tout ça, ça fait partie des questions qui sont nécessaires de se poser au début. Et derrière, l'intérêt, c'est de recueillir l'ensemble des éléments des parties prenantes au niveau du processus de recrutement. Donc sur les personnes qu'on a citées juste avant, et de venir consolider l'ensemble pour obtenir justement un profil de poste. Et donc là, ça me permet de rebondir sur quel est le processus pour réaliser ce profil de poste. C'est simple, on commence par des questionnaires en ligne. Alors cette fois-ci, non pas un questionnaire à destination du candidat, mais à votre destination. Donc vous, chargé de ressources humaines, vous, manager direct, etc., vous allez remplir un questionnaire de poste, un questionnaire en ligne pour définir le profil de poste. Derrière, on va avoir une analyse des résultats et puis on va en discuter. Il y a un débat avec un objectif de consolider sur les résultats obtenus avec les différentes parties prenantes pour obtenir un profil de référence qui va devenir le profil de votre candidat idéal. Une fois qu'on a obtenu tous ces éléments, vous avez donc le candidat idéal. Et derrière ça, ça permet de passer à l'étape de l'évaluation du candidat. Maintenant, on sait qui l'on cherche à intégrer, on peut maintenant réfléchir sur comment on va évaluer le candidat qui pourrait justement répondre à ce poste. Et donc là, on peut se poser les bonnes questions avec une évaluation du comportement. Par exemple, il sera déterminant dans la réussite de votre recrutement d'identifier quelle est la manière avec laquelle le candidat il va s'automotiver et comment il va mobiliser son énergie au quotidien. Quelle va être sa capacité aussi à répondre aux exigences du haut poste en fonction de zones de confort, d'inconfort, sa manière d'agir au quotidien, comment il va réagir par rapport à tout ça. Puis sa façon de communiquer aussi, en fonction d'un contexte, en fonction d'un interlocuteur, s'il est sous stress, comment il va réagir et comment il va communiquer vis-à-vis des autres. Donc tout ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut être capable de l'évaluer et d'en discuter en tout cas avec lui. Et donc ça me fait rebondir sur le disque de Marston. Pourquoi ? Parce que justement sur cette manière de communiquer, sur cette manière de mobiliser son énergie, Marston, qui était un psychologue dans les années 20 aux États-Unis, a déterminé un modèle qui permet aujourd'hui d'avoir le disque pour comprendre les préférences comportementales de chacun. Et la particularité de son approche, c'était que les émotions derrière, il y a des émotions motrices pour chacun. Quand on parlait de s'auto-mobiliser, de se mettre en énergie. Donc là, vous avez dans la construction du modèle deux axes. Si on prend l'axe vertical, c'est comment on perçoit l'environnement. Soit on perçoit un environnement comme hostile, en d'autres mots, ça veut dire qu'on l'accepte pas tel qu'il est.
Et dans ce cas-là, voilà, il y a différents profils qui vont ressortir en style comportemental. Soit on perçoit notre environnement comme favorable, et donc dans ce cas-là, on accepte l'environnement en l'état. Et puis sur l'axe horizontal de perception vis-à-vis de l'environnement, soit je suis plus fort que l'environnement, et dans ce cas-là, je vais agir puis réfléchir, soit je considère que l'environnement il est plus fort que moi, et je vais être beaucoup plus dans une posture d'observation et de réflexion avant de me mettre en action. Sur ces deux axes qui ont été définis par Marston, ça a permis de déterminer les 4 styles comportementaux. Je ne les prends pas dans le détail ici, puisqu'on va ensuite le faire. En tout cas, sur cette slide, donc premier style comportemental de la dominance, le second en jaune sur l'influence, le troisième sur la stabilité, le quatrième sur la conformité. Je fais une précision juste ici, avant de passer sur le détail de chacun des styles, parce qu'il me semble important de préciser qu'aujourd'hui, nous sommes chacun composés des 4 styles, mais avec des sensibilités différentes. Donc je le précise dans le cadre des recrutements, l'objectif, ce n'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est simplement d'avoir une certaine grille de lecture, de comprendre leurs préférences comportementales et que ce soit une base d'échange et de discussion avec eux. On n'est pas sur des critères de matching, ou en tout cas on va mettre les gens dans des cases. Je le précise, ça me semble important. En tout cas maintenant, pour donner des clés vis-à-vis de chaque style comportemental, on va commencer par celui de la dominance. Donc la dominance, on en parlait tout à l'heure, vous le voyez sur le graphe précédent. Si je suis plutôt dans l'action et ensuite dans la réflexion, dans un environnement que je n'accepte pas tel qu'il est, je suis donc dans la dominance. Et au niveau de caractéristiques comportementales, je suis quelqu'un qui va droit au but, qui est dans le challenge, l'énergie, qui n'a pas peur du défi, qui quand il tombe, se relève. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Et derrière ça, il sera intéressant pour vous de voir l'adéquation vis-à-vis du poste que vous proposez. Donc concrètement, sur le style à dominance, est-ce que l'environnement de travail que je lui propose va le mettre en situation de confort et favoriser sa performance? Et donc là, vous avez quelques clés, en tout cas sur ce style comportemental. C'est quelqu'un qui sera à l'aise sur un rôle avec des missions diverses, variées, un rythme de travail soutenu, une certaine liberté d'action, aussi sur un environnement compétitif et puis des objectifs à court terme. Il a besoin que ça aille vite, il a besoin de dynamisme. Donc voilà, il faut avoir un environnement de travail sur lequel il peut alimenter son énergie. Sur le deuxième style comportemental de l'influence, toujours quelqu'un qui agit puis réfléchit vis-à-vis de son environnement, qui cette fois-ci est perçu comme favorable. Ça sera un profil beaucoup dans l'interaction, à l'aise pour fédérer, pour séduire, pour convaincre, avec une vision optimiste de son environnement et quelqu'un qui est en confiance. Même travail, l'adéquation vis-à-vis du poste proposé sur le style de l'influence, toujours des missions diverses et variées, c'est quelque chose qui va le stimuler, des interactions, j'en parlais, qui sont fréquentes, un environnement de confiance, un management participatif, et puis une équipe enthousiaste et optimiste. Lui, il est évident qu'il va pouvoir insuffler son optimisme et son enthousiasme au sein de l'équipe, mais il sera important aussi qu'il ne soit pas complètement isolé par rapport à ça. Et donc, il faut pouvoir avoir des conditions de travail dans lesquelles il va se retrouver dans cette situation qui le mettra en confort pour favoriser sa performance. Sur le troisième style de la stabilité, environnement plus fort que moi, donc observation puis réflexion, dans un environnement perçu comme favorable, je suis maître de mon temps, j'ai pas besoin de faire bouger les choses et ça va me permettre d'être dans une posture d'écoute, de soutien vis-à-vis des autres. Je suis persévérant dans ma manière d'agir, je suis dans une recherche d'amélioration continue et je suis plutôt quelqu'un de méthodique dans ma manière d'agir. Alors, sur ce troisième style comportemental, l'adéquation, il faut lui proposer des projets durables, une vision à long terme. C'est quelqu'un qui se sentira à l'aise sur un environnement fait de cohésion, d'entraide, qu'il puisse aider les autres aussi, avec une organisation méthodique et stable, comme j'en parlais tout à l'heure, et puis une prise de décision prudente et concertée. Sur le concerté, j'insiste, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une posture d'écoute vis-à-vis des autres, de discussion, et il sera d'ailleurs un acteur qui ira vers les autres et qui sollicitera leur avis aussi. Sur le quatrième et dernier style comportemental de la conformité, cette fois-ci, l'environnement est plus fort que moi et je le perçois comme hostile, donc je ne l'accepte pas en l'état. Donc j'ai besoin de règles, de procédures pour me sentir à l'aise et continuer d'avancer. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau des caractéristiques. C'est quelqu'un qui est dans la procédure, dans la discipline personnelle, qui met en place des stratégies, des plans d'action. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui va anticiper et qui est factuel et analytique.
Et alors justement, sur l'environnement de travail dans lequel il pourrait se sentir à l'aise, il faut lui laisser la possibilité de planifier de manière rigoureuse ses tâches, qu'il ait des règles et des limites, et je souligne la notion de limite, qui soit clairement définie, des procédures éprouvées, qu'il sache que justement c'est quelque chose qui fonctionne avec un cadre, et ça lui permet d'être dans la limitation des risques. Et puis qu'il puisse se consacrer à l'analyse, ça va de soi et c'est en lien. Alors là, vous avez une vue sur vraiment les préférences comportementales, c'est ce qu'on vient de voir au travers de l'outil du DISC, mais il y a d'autres outils qui sont tout à fait intéressants et complémentaires d'ailleurs au niveau de l'analyse, avec notamment le WPMOT sur les facteurs de motivation et le système de valeur d'un répondant. Je le précise juste après, donc là je glisse juste un mot à ce sujet. Et puis sur les aptitudes, donc là on parle de compétences et d'aptitudes personnelles vis-à-vis d'un répondant. Alors pour revenir sur le WPMOT, on est sur une évaluation des valeurs. Dans vos actions de recrutement, ça sera intéressant d'identifier quelles sont les missions qui vont alimenter la motivation du candidat et donc de votre futur salarié, en tout cas potentiel, au quotidien. Derrière, quel environnement sera propice à son engagement. Et puis, il faut aussi savoir quelles sont ses potentielles pertes de motivation, parce que quand on se retrouve dans des situations d'essoufflement professionnel, voilà, c'est parce qu'il peut y avoir un problème d'adéquation entre aujourd'hui, moi, en tant que salarié, le travail que j'ai au quotidien, je ne sais pas pourquoi je le fais, ça n'a pas de valeur pour moi, j'ai pas l'impression que j'apporte quelque chose. Voilà, je suis dans une situation où j'ai une perte de motivation et ça va impacter ma performance derrière. Donc c'est intéressant d'avoir une grille de lecture sur du factuel pour comprendre ça en amont et pouvoir anticiper aussi. Et puis sur l'évaluation des aptitudes, il y a 3 types d'aptitudes qui sont évaluées, les innées, acquises et potentielles. Et ça va permettre de faire ressortir les talents innés et acquis, c'est évident, puisque sur de l'inné, on l'a en nous, l'acquis, on l'a acquis au cours de notre expérience, et ce sont des compétences qu'on peut mobiliser au quotidien pour exécuter nos missions dans le cadre de notre poste de travail. Sur le potentiel de développement, c'est très intéressant aussi, puisque quand vous recrutez aujourd'hui une ressource, vous le recrutez, comme on le disait tout à l'heure, pour ce qu'il sait faire, pour ce qu'il est capable de faire, mais sur aussi ce qu'il sera capable de faire plus tard. Donc dans une logique de développement des compétences, de montée en compétences, voilà, il faut avoir une grille de lecture aussi sur des compétences dont il dispose, mais qui sont pas encore complètement exploitées et qu'on peut améliorer et travailler. Et puis sur les situations qui le mettront en échec, il y a par contre certaines compétences personnelles que nous n'avons pas. Chacun d'entre nous a des compétences sur lesquelles il n'est pas du tout à l'aise et où d'ailleurs il aurait plutôt intérêt de les mettre de côté et de se focaliser sur son potentiel et sur ce qu'il sait faire aujourd'hui. Et donc voilà, ça permet d'avoir une grille de lecture sur aujourd'hui, du fait que vous, candidat, vous ne sachiez pas du tout faire ça et qu'en plus ça ne vous intéresse pas, par exemple, si on croise les informations, vous n'êtes peut-être pas fait pour ce poste-là. Ensuite, sur la sélection du candidat, j'espère déjà que c'est clair, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à ingurgiter, si je puis dire, comme ça. Donc en tout cas, ça vous donne une vraie grille de lecture sur ces éléments. Et derrière, dans la sélection du candidat, il faut savoir adapter l'entretien. Quand on parle d'adapter l'entretien, c'est aujourd'hui, vous sortez en fait du contexte classique, je dirais, du recrutement sur une base de CV. Vous comprenez vraiment le fonctionnement de la personne, quelles sont ses préférences comportementales, ses motivations, etc. Et donc, vous devez vous adapter à elle, comprendre que vous n'êtes pas là pour cocher des cases, vous n'êtes pas sur un possible matching, mais que tous ces éléments-là, ils vous servent d'une base d'échange, et puis que de cette base d'échange, vous puissiez identifier des éléments à risque, d'autres qui ne le sont pas du tout, et que ça soit un vrai échange là-dessus pour pouvoir construire une future relation salarié-employeur, un partenariat aussi. Et donc voilà, c'est de pouvoir s'adapter vis-à-vis de son interlocuteur et de s'intéresser vraiment à lui. Et pour vous, ça aura un vrai intérêt, en guise de conclusion, parce que les questionnaires et les outils d'évaluation ressources humaines, ils n'ont pas vocation à vous faire sélectionner des candidats, mais à vous aider dans une prise de décision dans le cadre de votre processus de recrutement. Et pour ça, il est intéressant de vous, en tant que vous, recruteur et manager, de connaître les préférences comportementales, les capacités réelles d'un candidat, de comprendre en réalité est-ce qu'il peut correspondre au poste, quels sont lui aussi ses besoins et ses attentes, puisque ça marche dans les deux sens. Ça permet aussi pour le candidat de savoir si l'environnement que vous allez lui proposer, ça va faire sens pour lui, il va s'épanouir dedans, dans la manière qu'il aura d'agir, il sera en confort pour être performant et il a les compétences pour réussir. Sur tous ces éléments-là, voilà, ça donne une vraie grille de lecture pour construire une vraie relation
déjà réussir dans la sélection au niveau du recrutement, mais le recrutement, il s'arrête pas à la sélection. C'est aussi sur une phase d'intégration, et sur tous ces éléments, ça vous donne une vraie grille de lecture. Et donc, en conclusion, si on devait faire ressortir 3 points clés, les questions à se poser, c'est est-ce que le comportement du candidat que j'ai en face de moi, il est en adéquation avec les missions que je vais lui proposer? Derrière ça, est-ce que sur ces valeurs, elles correspondent aux valeurs qu'on peut retrouver dans l'entreprise? Quand on parle beaucoup de marque employeur, de culture d'entreprise, etc., c'est une notion déterminante dans la réussite professionnelle. Et puis sur les aptitudes, est-ce qu'aujourd'hui, mon candidat dispose des compétences personnelles qui vont lui permettre de réussir sur le poste? Donc voilà, c'est pour nous en tout cas les éléments qui semblent majeurs. Je vous remercie avec une nouvelle fois une animation magnifique pour votre attention vis-à-vis de notre présentation aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté des éléments en complément de ce que vous saviez très certainement déjà. Et puis, écoutez, je suis à votre disposition avec grand plaisir et les modérateurs aussi au niveau de TTI pour remercier notamment Arnaud qui participe activement pour répondre à vos questions au travers du chat. Et puis autrement, vous avez mes coordonnées téléphoniques et mail si vous aviez des projets ou des questions bien spécifiques. On peut en parler. Vous m'adressez un mail ou vous m'appelez et on échange avec grand plaisir sur vos sujets. Et sinon, il y a tout de suite le chat et donc à votre disposition avec grand plaisir. Et merci beaucoup.